Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un processeur relativement atypique sur une plateforme atypique aussi, qui date des alentours de 2014, et bien c'est le Xeon E5 2666 V3, c'est un 10-core 20 threads de chez Intel de l'époque. Voyons voir ce que ça vaut aujourd'hui, allons-y, c'est parti. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce processeur et à cette plateforme en fait Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques mois je regarde un petit peu ce qu'il y avait d'intéressant en performance prix par exemple sur AliExpress, et quand on se promène sur AliExpress, eh bien il y a un moment où on finit par tomber sur le délire des cartes mères X99 recyclées avec des anciens Xeon. Et quand on se renseigne un petit peu plus, eh bien on s'aperçoit tout simplement qu'il y a quelques années, c'était un combo relativement intéressant quand on cherchait à avoir beaucoup de corps, donc potentiellement pas mal de puissance en multithreading, tout en conservant des performances en gaming relativement correctes. La plateforme X99 avec des Xeon d'occasion, eh bien ça pouvait être un combo relativement intéressant. Et même encore à l'heure actuelle, si vous faites un petit tour sur AliExpress, vous pouvez tomber sur des combos carte mère, processeur et RAM pour un prix relativement contenu, comme par exemple ici, on pourrait avoir une carte mère en X99 avec un Xeon E5 2620 avec 16 Go de RAM à 2666 MHz. Alors, c'est pas un foudre de guerre, mais pour 121 €, à première vue, ça pourrait être pas si mal que ça. Alors bien évidemment, si on y regarde de plus près, il y a plein de marques différentes, et ce sont des marques totalement inconnues chez nous. Il y a Machinist, il y a Athermeter, il y a Killtray, enfin il y a vraiment plein de marques différentes. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit en fait que la plupart du temps ce sont les mêmes cartes mères. En fait, tout simplement ce qui se passe en Chine depuis quelques temps, c'est qu'il y a un peu du recyclage qui est fait d'anciennes plateformes professionnelles de chez Intel. En gros, les fabricants récupèrent les chipsets et ils fabriquent de nouvelles cartes mères à base de pièces d'occasion en fait, ce qui est plutôt rigolo en fait et plutôt intéressant puisqu'au final, c'est du recyclage de matos qui allait partir à la poubelle. Mais au final, on se retrouve avec plusieurs cartes mères plus ou moins haut de gamme. Bon, celle que moi j'ai choisie, c'est quasiment la plus basse dans la gamme. J'avais pas envie de mettre très cher non plus, mais il y avait quand même quelques petites fonctionnalités intéressantes pour du matériel si peu cher, avec un chipset aussi ancien. Par exemple, on peut mettre un disque dur, enfin un SSD en NVMe. On a également du quad channel en DDR3 ou en DDR4, ça c'est au moment de l'achat, il faut choisir l'un ou l'autre. Et dans l'ensemble, bon, alors c'est pas l'extravagance au niveau des ports PCI Express, au niveau des ports M2 on n'en a qu'un seul, on a que 4 ports SATA, quelques ports USB, bon dans l'ensemble c'est le minimum syndical, mais j'ai envie de dire tout est là, et pour une carte mère d'entrée de gamme, c'est pas non plus absolument immonde. Et au niveau du processeur, je me suis pris cette E5 2666 V3 qui n'existe même pas officiellement sur la page d'Intel, sur la database Intel, ARC, ça n'a rien à voir avec les GPU, et en fait ça regroupe tous les processeurs qu'Intel a sortis. Ce processeur officiellement n'existe pas dessus, et c'est un processeur avec 10 cores, 20 threads, cadencé à 3.5 GHz maximum en boost, une consommation de 135 watts, ça paraît plutôt correct dans l'ensemble, surtout qu'il est proposé à 40 €. Et même encore à l'heure actuelle, pour 110 € environ, ça pourrait tout à fait faire une machine convenable, et ça me paraissait intéressant de s'y pencher. Par contre, je vais tout de suite aborder le point noir de ce combo, et ça se situe principalement au niveau de la carte mère. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la carte mère pyromane, en fait ça s'explique tout simplement à cause de l'étage d'alim qui est très clairement insuffisant pour ce processeur, puisque je crois qu'on a juste 4 phases au total, enfin avec des doubleurs, on a 2 MOSFET, c'est vraiment très insuffisant en fait, tout simplement pour le processeur ici, puisque malgré tout, ça reste un 10-core 20 threads de l'époque, et c'est une conso de 135 watts. Faut quand même pouvoir balancer la sauce au niveau de la carte mère. Sur ce modèle-là, c'est à éviter. Par contre, avec un processeur avec moins de corps, ça doit pouvoir passer un petit peu mieux. Alors en plus, j'ai enlevé le RAD sur les VRM évidemment, mais à la base, on a juste ce petit truc, et il y avait même des modèles de cette carte mère, puisque ce sont beaucoup de clones, avec un RAD en plastique. Je vous laisse imaginer le désastre, et même pour moi, pour tester ce combo carte mère processeur, alors j'allais pas le mettre dans un boîtier et compagnie, parce que je savais que j'allais pas la garder, donc du coup je l'avais mis sur le carton de la carte mère, comme bien souvent, et souvent je laisse ce petit truc, je sais pas si c'est du polystyrène ou du plastoc, enfin bref, généralement je le laisse en dessous, ça pose pas vraiment de problème, sauf qu'ici, quand j'ai fait le test d'encodage, qui du coup utilise les 10 corps ensemble à fond de balle,
Je m'étais dit, dis donc, ça chauffe quand même énormément, et effectivement, hein, ça avait commencé à prendre feu. Du coup, faut quand même faire très très attention, puisque je pense qu'au niveau de la température de l'étage d'alim et des VRM, ça devait être absolument insane, ça devait être vraiment très 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 élevé, et je pense que très clairement, hein, ça aurait pu vraiment prendre feu complètement, ça s'est arrêté à ça, bien évidemment. Mais bon, ça reste quand même plutôt dangereux. D'autant plus que ce qui est rapporté au niveau du BIOS, de la carte mère, de tout ce qui est sécurité et compagnie, je suis pas certain que ce soit vraiment très très carré, puisque les sondes ne rapportent pas vraiment les bonnes températures, je pense. Et même quand ça pompait à mort sur les VRM, hein, j'avais pas vraiment l'impression que la carte mère se mettait en sécurité ou limitait justement les performances du processeur ou la demande du processeur en jus, pour justement éviter que ça surchauffe. Ça avait vraiment pas l'air d'être le cas du tout. Alors j'avais pas de quoi mesurer la température du truc, hein, mais très clairement je pense qu'on était assez facilement bien au-dessus des 100 degrés. Autre problème avec la carte mère, et quand même beaucoup moins dangereux dans l'ensemble, ça se situe au niveau de la RAM. Le BIOS de base ne permettait vraiment pas de faire quoi que ce soit au niveau de la RAM, au niveau des timings, au niveau de la fréquence, on était très 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 limité. En me renseignant un petit peu plus, il est assez simple d'aller chercher des BIOS d'autres marques, puisqu'au final ce sont des cartes mères identiques et le BIOS également. C'est juste que les différents fabricants ou refabricants s'embêtent pas forcément à faire des BIOS de qualité. Donc il y a aussi des utilisateurs qui fournissent des BIOS où on peut bricoler un petit peu plus. Malgré tout, au niveau de la DDR4, je ne pouvais pas pousser ma DDR4 au-dessus des 2133 MHz, ce qui fait que si on a un bon kit de RAM, on est quand même très très vite limité. Du coup, on peut jouer un petit peu sur les timings pour les serrer un petit peu plus. Malheureusement, pas d'overclocking du processeur possible ici. Bon, alors évidemment, avec cette carte mère là, je l'aurais pas fait non plus, surtout pour les tâches qui utilisent tous les corps ensemble. Pour du gaming, ça serait peut-être passé, puisqu'il faut dire aussi, au niveau du gaming, au niveau de la carte mère, le gaming c'est beaucoup moins gourmand que de l'encodage, mais bon, faut quand même rester vigilant. Donc bref, si jamais tout ça, ça vous intéresse, au niveau des cartes mères chinoises, faites vraiment très attention à ce que vous achetez, essayez de vous renseigner un minimum sur les modèles que vous allez prendre, et surtout avec quoi vous allez le coupler, puisque bon, je pense qu'au niveau sécurité, c'est vraiment pas optimal. J'aurais vraiment beaucoup de mal à me dire de laisser tourner cette carte mère avec ce processeur-là, H24 sur des tâches très très lourdes. C'est très clairement un mauvais plan. Au niveau de la chauffe du processeur, pas grand chose à redire, dans l'ensemble, ça se refroidit plutôt bien. Même si c'est du 135 watts, j'ai tourné avec un NHD15, pas de soucis particuliers, je tournais aux alentours des 65 degrés la plupart du temps. Dans les stress tests, en encodage, on était assez proche des 70, mais dans l'ensemble, rien d'anormal ou de vraiment difficile à dissiper ici. Au niveau du test en lui-même, alors c'est le même protocole de test que pour tous mes autres processeurs que j'ai testés jusqu'ici. Ça changera avec les nouveaux processeurs comme mon protocole GPU qui va aussi changer. Donc ici, je l'ai principalement comparé au 4770K tout simplement parce que c'est plus ou moins la même génération de processeurs, ça date relativement de la même époque, donc c'était intéressant de le comparer avec un quad-core 8 threads grand public que l'on trouve à l'époque et qui est encore très populaire aujourd'hui. Et le gros avantage du 4770K par rapport à ce Xeon, c'est que le 4770, on pouvait l'overclocker. Et j'ai également mis le 12100F, notre quad-core 8 threads de génération 12, qui, comme on le sait depuis un moment, est vraiment très très efficace, particulièrement en gaming. Enfin bref, on va voir un petit peu maintenant ce que ça donne au niveau de la performance de ce processeur, et on commence avec N-Break, c'est de l'encodage en H264 et en H265, et comme on peut le voir, bien évidemment, par rapport au 4770K overclocké ou pas, on est bien évidemment à un niveau de performance largement au-dessus. On note aussi ici encore une fois que notre quad-core, le 12100F, au final il a des performances assez similaires, voire légèrement meilleures en H265 que notre 10-core 20 threads de génération un petit peu plus ancienne. Par contre, si on compare avec des processeurs un petit peu plus anciens comme le Ryzen 1600 ou 2600 de chez AMD, on voit ici que le Xeon 2666 est quand même un bon cran au-dessus, particulièrement en H265. Et on enchaîne ensuite avec Factorio, et là très clairement sur Factorio, le Xeon n'est pas du tout à la fête, puisque c'est celui qui fait le moins bien, et de quand même assez loin.
hein. Factorio, c'est très clairement pas son truc. Alors ensuite, sur Stellaris, on voit ici que le Xeon, encore une fois, n'est pas vraiment à la fête, hein, puisqu'il sort les mêmes performances que notre 4770K à stock, et ils avaient un score identique sur ce jeu. Sur le test processeur de The Riftbreaker, eh bien, notre Xeon se situe entre le 4770K stock et notre 4770K overclocké, ça reste relativement proche du Ryzen 1600 ou 2600 également. On enchaîne maintenant sur les jeux un petit peu plus classiques avec Assetto Corsa Competition, et sur ce jeu-là, hein, eh bien, le Xeon se place la plupart du temps entre le 4770K à stock et le 4770K overclocké, malgré le fait que notre Xeon ici tourne à une fréquence plus basse que le 4770K à stock. Je pense que le quad channel, ça doit aider de temps en temps. Par contre, encore une fois, on voit ici que le 12100F est très clairement un gros cran au-dessus de nos deux processeurs plus anciens. Et on enchaîne avec Battlefield 2042, et ce qui est intéressant avec Battlefield 2042, eh bien, c'est que c'est un jeu qui s'étale assez facilement si on a beaucoup de corps, il va en tirer parti, et ça améliore légèrement les performances. Et bien ici ça se voit très clairement par rapport au 4770K overclocké ou pas. Ici, le Xeon est largement au-dessus. Et c'est également une des rares fois où il va autant se rapprocher du 12100F, puisque même si le 12100F s'en sort vraiment très bien sur Battlefield 2042, si on avait par exemple un 12400 avec 2 corps de plus, il serait bien plus à l'aise et les performances seraient au-dessus. Alors ensuite on a Cyberpunk 2077, et sur ce jeu-là, eh bien, notre Xeon s'en sort plutôt bien, principalement sur les 1% low par rapport au 4770K. Les chutes de FPS sont beaucoup moins marquées ici. Encore une fois, Cyberpunk 2077, ça reste un jeu qui s'étale sur beaucoup de corps. Après, bien sûr, encore une fois, le 12100F reste un bon cran au-dessus par rapport à tous les autres. Sur Destiny 2, encore une fois, le Xeon s'en sort plutôt pas mal, principalement sur les 1% low. Les chutes de FPS sur le Xeon sont beaucoup moins marquées que sur le 4770K à stock ou même overclocké. Bien évidemment, ici encore une fois, on voit que le 12100F est tout simplement dans une toute autre catégorie, il est loin devant. Pour Far Cry 6, c'est un petit peu différent, on voit ici que le Xeon fait relativement jeu égal avec le 4770K à stock, et on voit que le 4770K overclocké ici, eh bien ça lui donne un beau boost de performance jusqu'en 1440p. Pour Final Fantasy XIV, on voit ici encore une fois que le Xeon fait relativement jeu égal avec notre 4770K overclocké, avec le 4770K à stock un petit peu derrière, et notre 12100F qui lui est largement devant. Fortnite, encore une fois, le Xeon et le 4770K c'est relativement proche. Le 12100F est loin devant, encore une fois, sur ce type de jeu. Pour Forza Horizon 5, le Xeon 2666, encore une fois, il s'en sort relativement bien. Malgré sa fréquence plutôt faible, il est à 3.5 GHz. Pour un processeur de même génération, ça reste 1 GHz de différence, c'est quand même assez massif. Malgré tout, le Xeon s'en sort relativement bien. En ce qui concerne GTA V, eh bien on commence à avoir un classement assez classique, c'est-à-dire le Xeon toujours relativement proche du 4770K overclocké, avec le 4770K à stock un bon cran derrière, et notre 12100F qui parfois s'envole tout simplement par rapport aux deux autres. Guild Wars 2, scénario relativement classique, encore une fois, le 12100F est loin devant tous les autres, et notre Xeon ici eh bien, se place encore une fois entre le 4770K overclocké ou pas. Horizon Zero Dawn, alors c'est le type de jeu qui scale un petit peu mieux pour notre Xeon ici, puisqu'il se retrouve au-dessus de notre 4770K overclocké, et encore une fois, au niveau des 1% low, il s'en sort mieux ici. Et pour Flight Simulator, c'est assez intéressant, c'est un des rares jeux où au final, le Xeon se retrouve derrière le 4770K à stock. Très clairement sur ce jeu-là, sa fréquence assez faible le pénalise plus que sur d'autres jeux. Pour Age of Empires 4, il n'y a pas grand-chose à dire, dans l'ensemble, c'est le classement habituel ici. Le Xeon s'en sort relativement bien dans l'ensemble. Alors Shadow of the Tomb Raider, c'est intéressant ici encore une fois, puisque c'est un jeu qui scale plutôt bien avec la RAM, et ça se voit ici, du coup le quad channel ça doit l'aider un petit peu, puisque ses performances du coup sont au-dessus du 4770K overclocké, et encore une fois au niveau des 1% low, les baisses de FPS sont beaucoup moins marquées sur le Xeon que sur le 4770K. En ce qui concerne Star Citizen, eh bien le Xeon s'en sort relativement bien aussi par rapport au 4770K, par contre bien évidemment on a notre 12100F qui est encore une fois largement au-dessus. En ce qui concerne Star Wars The Old Republic, ici le Xeon fait relativement jeu égal avec le 4770K, par contre
au niveau des 1% low, hein, sur ce jeu-là, le Xeon fait moins bien que les autres. Pour StarCraft 2, c'est pareil, hein, c'est pas vraiment le jeu de prédilection pour notre Xeon ici, qui s'en sort comme il peut, mais très clairement, on est encore une fois bien loin, hein, de ce que propose le 12100F sur ce jeu-là. Sur Warhammer Vermintide 2, ici le Xeon se trouve à sa place habituelle, hein, je dirais, il n'y a rien qui va mal, ça tourne relativement bien dans l'ensemble. Alors en ce qui concerne Total War Warhammer 3, alors ce sont des résultats qui datent d'avant le gros patch qui a eu lieu dernièrement, du coup les performances devraient normalement être bien au-dessus, principalement dans les résolutions plus élevées, mais si on compare les performances en 720p, eh bien on voit ici encore une fois, hein, que le Xeon s'en sort relativement bien, principalement sur les 1% low, encore une fois, par rapport aux 4770K, il est un petit peu plus à l'aise sur ce jeu-là. Pour World of Warcraft, il n'y a pas grand-chose à dire, notre Xeon s'en sort relativement bien dans l'ensemble, hein. Il est à sa place habituelle jusqu'ici. Et enfin, pour Yakuza Like a Dragon, classement classique ici, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire, ça tourne de façon plutôt correcte dans l'ensemble, mais bon, on voit encore une fois, hein, qu'il y a très clairement un gap générationnel entre le Xeon, le 4770K et le 12100F qui est loin devant. Au niveau du récap, en 720p détail minimum, c'est là où on verra le plus de différence, hein, dans l'ensemble, puisque c'est dans ces conditions-là que le GPU a le moins d'importance, où il va le moins bottleneck le processeur. Donc ici, on voit, hein, que le Xeon 2666, comme on l'a vu tout au long du test de toute façon, il est très proche du 4770K overclocké. Et c'est intéressant malgré tout puisque les deux configurations n'ont pas grand chose en commun en dehors de la génération de processeurs qui est relativement proche, mais d'un côté on a 4 corps 8 threads à 4.5 GHz et de l'autre on a 10 corps, 20 threads à 3.5 avec de la DDR3 d'un côté et de la DDR4 en quad channel de l'autre, et bien on voit qu'au final les deux sont plutôt proches. Ensuite, en 1080p détail élevé, ça se resserre un petit peu, hein, mais les écarts de performance restent quand même plus ou moins marqués. Encore une fois, hein, le 4770K overclocké reste très proche du Xeon, et notre 12100F en 1080p détail élevé reste quand même malgré tout à peu près 40% plus performant, d'autant plus impressionnant sur les 1% low, encore une fois. En 1440p détail élevé, pas de grosse différence ici, encore une fois, hein. Petit à petit ça se resserre de plus en plus puisque le bottleneck se déplace petit à petit sur le GPU. Et bien évidemment en 4K détail élevé, ben ça se resserre encore plus, hein, même si malgré tout, hein, le 12100F, le 5600, le 5900X et le 5800X 3D conservent plus de 30% d'écart avec notre Xeon ici, ce qui est quand même plutôt important même en 4K. Donc dans l'ensemble, une fois qu'on a vu tous ces résultats, ben j'ai quand même envie de dire, hein, que ce Xeon 2666, malgré le fait qu'il ait bientôt 10 ans, eh bien je trouve qu'il s'en sort relativement correctement dans l'ensemble. Alors certes, les performances ne sont pas du tout proches même d'un 5600X ou d'un 5600, mais bon, il faut bien se rappeler, hein, qu'ici on est sur un processeur à moins de 50 €. On peut pas lui demander énormément non plus, et je trouve que pour le tarif demandé, ben au final c'est relativement cohérent. En gaming, c'est pas incroyable, mais c'est exploitable, hein, dans l'ensemble, on peut encore s'en tirer relativement correctement dans la plupart des jeux, même s'il y a certains titres où c'est plus compliqué, comme par exemple sur Flight Sim. Et pour ce qui est partie applicatif, alors certes, les 10 corps 20 threads sont un petit peu limités par une architecture un petit peu vieillissante, on l'a vu sur l'encodage, bah on voit que notre quad-core 8 threads de nouvelle génération chez Intel arrive à faire mieux. Et en applicatif, hein, même si on est en dessous d'un Ryzen 3600 ou d'un 5600, eh bien je trouve quand même, hein, que pour son âge, le Xeon s'en sort encore plutôt pas mal. Après, à la vue de tout ça, la vraie question au final, c'est est-ce que ça vaut le coup pour le tarif demandé pour la plateforme dans son ensemble? Si on compte le fait que pour un combo carte mère, processeur et RAM, on doit pouvoir s'en tirer aux alentours des 150 balles, et si on met ça en face par exemple d'un combo Ryzen 3600, carte mère plutôt cheap aussi, avec de la RAM, je pense qu'on doit plus s'en tirer pour 200-250 balles. Bon, bah ça c'est à vous de déterminer, hein, même si dans l'ensemble, évidemment, la plateforme avec le Xeon va rester moins chère, ça dépend ce que vous avez envie de faire, mais dans l'ensemble, hein, le Ryzen 3600 et encore plus le 5600 ont des performances quand même largement supérieures, particulièrement en gaming, et en applicatif, ils sont aussi un bon cran au-dessus. Et c'est un petit peu pareil en ce qui concerne notre 12100F de chez Intel, malgré son quad-core 8 threads, eh bien on voit que dans quasiment toutes les situations, il tient la dragée haute, hein, à notre Xeon, malgré ses 10 corps 20 threads, donc il doit y avoir des cas où le Xeon reste devant, mais ça doit pas être majoritaire. Donc bref, dans l'ensemble, je pense que ce type de plateforme, ça devait être particulièrement intéressant il y a quelques années,
puisqu'en face, bien évidemment, chez Intel, on n'avait rien de vraiment comparable au niveau du nombre de corps proposés, et chez AMD, on arrivait tout doucement sur les Ryzen 1600 et 2600, et c'était au final plus cher que cette plateforme Xeon un petit peu plus ancienne. Donc à une certaine époque, c'était vraiment un bon deal. Mais bon, à l'heure actuelle, si je devais faire un choix, je partirais plus facilement sur une config, même d'entrée gamme avec des processeurs récents, plutôt que sur du X99 avec des Xeon un petit peu plus anciens. Par contre, si vous êtes vraiment très limité côté budget, que vous n'avez pas envie de faire la chasse sur du marché de l'occasion, pour trouver un meilleur deal que ce qui est proposé ici, est-ce que cette configuration est exploitable? Oui. Et si vous êtes encore sur plateforme X99, il y a très certainement moyen encore de gratter quelques temps avant de devoir changer. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Pour moi, personnellement, je trouvais que c'était plutôt rigolo à tester. Le délire des cartes mères recyclées, je trouvais ça plutôt intéressant et c'est plutôt malin, et dans l'ensemble, ça fonctionne pas si mal que ça. Et si cette carte mère ici avait un étage d'alim quand même beaucoup plus costaud, je pense que j'aurais pas eu grand chose à redire. Mais là, le combo en question entre les deux, c'est clairement à éviter, pour des raisons de sécurité tout simplement. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, bisous à la prochaine, salut!